Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal d'actualité du district de Nyon pour cette édition du 14 décembre. En cette période de fin d'année, on s'intéresse évidemment au budget des communes et puis on consacrera une large page à la commission de naturalisation de Nyon qui a fait cette semaine beaucoup parler d'elle. Et puis on donnera également la parole au président du conseil régional du district de Nyon qui doit faire face une fois de plus à un départ. Cette fois-ci, c'est Chaiseray qui quitte le navire. Pour commencer, retour en images sur un événement qui vous a fait particulièrement réagir sur les réseaux sociaux. Jeudi dernier, une trentaine d'activistes antispécistes s'est rendue dans un abattoir à Vic pour dénoncer la protection des animaux. Le propriétaire des lieux n'a pas voulu s'exprimer au micro de Florian Cavalieri. Retour en images sur cet événement. Ce matin, action des militants antispécistes à l'abattoir de Vic. Quel est l'objectif de cette opération? C'était de provoquer un engouement en fait en faveur des animaux non humains. Donc on s'est posté directement dans le lieu où les animaux sont tués chaque jour pour mettre en lumière une injustice qui est encore trop oubliée dans nos lois, au niveau des politiques et en général dans la société. Alors quelle est cette injustice? Le spécisme, donc c'est une violence infligée à des individus qui ont autant envie de vivre que nous. C'est une injustice qui se traduit dans nos lois, dans nos comportements de tous les jours et qui fait 60 milliards de victimes chaque année, hormis les victimes marines donc, qui sont de plus de 1000 milliards. Qu'est-ce que vous proposez comme alternative ? Déjà, on ne propose pas d'alternative quand la base n'est pas encore acquise, c'est-à-dire les droits fondamentaux pour les animaux. Mais l'alternative, c'est principalement d'avoir un monde où les animaux ne sont pas considérés comme des choses. Donc ça, c'est un monde qui est facile à imaginer. Et en fait, c'est simplement un manque de volonté politique de le mettre en place. Pourquoi avoir choisi l'abattoir de Vic pour mener cette action ? C'est tout à fait un hasard. C'est pas un abattoir qui est plus dérangeant qu'un autre. C'est un endroit où meurent des innocents. Donc c'est pas en particulier leur pratique qui nous pose problème. Vous êtes une trentaine de militants issus de plusieurs nationalités, plusieurs pays. Qui sont justement ces militants ? C'est des gens qui ont envie de faire plus que simplement manifester pendant leur temps libre, qui considèrent que la lutte n'est pas un loisir, justement, c'est vraiment quelque chose qui est urgent et qui doit être plus revendicatif, plus direct et frontal. Donc c'est des gens qui sont profondément engagés et qui ressentent cette injustice au plus profond d'eux-mêmes. Le propriétaire des lieux dit avoir été molesté. Est-ce que c'est vrai ? Alors c'est faux, non, bien sûr, évidemment, et surtout c'est assez ironique de se placer en tant que victime alors que c'est les animaux qui, eux, se font égorger et tuer, découper en morceaux tous les jours ici. Alors non, ce n'est pas une victime, vraiment pas. Lui-même dit qu'il y avait un animal qui était dans l'abattoir, qu'il a souffert de votre présence. Est-ce que c'est un dommage collatéral ? Alors non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Nous étions là pour empêcher qu'il se fasse tuer. Et ensuite, cet animal a été détaché par le propriétaire lui-même. Cet animal s'est enfui parce qu'il avait envie d'échapper au couteau, donc c'est normal. Et ensuite, le fait que nous ayons proposé plusieurs solutions pour le sauver, le placer dans des refuges, etc., montre bien à quel point nous étions déterminés à le sauver. Mais c'est l'abattoir lui-même qui a refusé toutes ces options et qui a finalement donné la sentence finale à cet animal. Est-ce que vous avez le sentiment quelque part d'être en guerre? Vous menez des actions commando, vous attaquez à des abattoirs, vous laissez finalement peu de place au dialogue? Alors non, nous essayons de dialoguer, mais face à justement la fermeture d'esprit de toutes les personnes qui travaillent dans ces lieux spécistes, c'est normal, hein, c'est parce qu'elles sont incluses dans un système. C'est très difficile de remettre en question ce qu'on a été habitué à faire depuis tout petit. Nous avons décidé de faire des actions plus frontales, certes, mais elles sont toujours non violentes, il faut le répéter. Et surtout, c'est rien comparé au mal que l'on fait subir aux animaux. Est-ce que vous n'avez pas peur de braquer la population contre vous ? Alors, dans tous les mouvements sociaux, il a fallu déranger et on ne veut plus être considéré comme un mouvement inoffensif qui supplie en fait nos concitoyens d'adopter un régime végétal. On voit très bien que le changement individuel ne suffit pas. Donc oui, bien sûr qu'on va perturber les consciences et être mal vu au début, mais dans quelques années, c'est évident que, selon moi, que l'on va
être perçus comme des précurseurs d'un mouvement pour plus de justice. Et cette fois, ça concerne les animaux comme ça a pu concerner les femmes avant. À noter encore que le débat de cette semaine sera consacré à cette thématique. Nasrat Latif reçoit sur le plateau Elisa Keller, que vous avez d'ailleurs vu dans le sujet, et face à elle, Antoine Spielmann, garde-faune et chasseur. L'hémorragie continue du côté du Conseil régional du district de Nyon. Cette fois-ci, c'est Chezeret qui a annoncé son départ. Au vote, l'Assemblée a décidé par 21 à 16 d'autoriser la municipalité à entreprendre les démarches nécessaires pour quitter le Conseil régional du district de Nyon. Avec nous pour en parler, le président du Conseil régional du district de Nyon, Gérald Créteny. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Un départ de plus, est-ce que ça annonce justement la fin du Conseil régional du district de Nyon ? Alors on l'envisage, en tout cas pas comme ça. C'est vrai que c'est une commune de plus qui part, mais c'est une commune sur laquelle on avait effectivement des doutes quant à la volonté de leur conseil communal de rester à l'intérieur du conseil régional. Il faut juste rappeler que Chezeret a dit d'abord non à une fusion, donc ça signifie aussi se mettre avec d'autres. Hein. Une fusion, c'est ça. Le conseil avait aussi refusé de partir dans le DISREN, donc le dispositif d'investissement régional, et aujourd'hui ils décident de partir. Donc voilà, malgré la position de leur municipalité, je dirais qu'au niveau en tout cas du conseil régional et des communes qui participent en particulier aux investissements régionaux, là on reste à 38 communes actuellement. Il y en a une de moins au niveau, de manière générale, sur le conseil régional. Justement, qu'est-ce qu'on fait de ces communes qui décident de partir? Qu'est-ce que vous faites? Alors, ces communes qui décident de partir, alors tout d'abord, Chezeret sera loin dans 2 ans, hein, puisqu'il y a une dédite de 2 ans. C'est clair que nous entretenons toujours des relations avec ces communes. L'idée, elle est d'une part de pouvoir un jour les ramener dans le cadre du conseil régional. Et puis, par contre, alors c'est clair que les prestations que le conseil régional réalise pour les communes, ces prestations se font ensuite, bien sûr, contre monnaie sonnante et trébuchante. Si l'on devait donner un chiffre, à partir de quel moment est-ce que la solidarité ne tient plus ? Ça, c'est difficile à dire. Moi, je pense que si on avait, par exemple, pour mettre en place le DISREN, on avait prévu qu'au minimum 75% de la population devait être représentée. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus peindre le diable sur la muraille. Il y a à peu près 90% de la population qui est représentée pour la formule dans des investissements régionaux qui sont le DISREN. Mais ça annonce quand même un signal négatif, ces communes qui quittent finalement je ne dis pas que ce conseil. n'est pas un signal négatif. Hein. Effectivement, c'est quelque chose qui nous inquiète. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles, plusieurs difficultés sur lesquelles on est confronté aujourd'hui. Tout d'abord, et ça on l'a vu avec un rapport de la Cour des comptes du canton de Vaud qui est sorti l'année passée, qui a démontré qu'effectivement il y a une distance qui existe entre le lieu où sont prises les décisions, c'est-à-dire les organes intercommunaux, ce n'est pas juste le conseil régional, c'est toute une série d'organes intercommunaux, et la représentation de la population dans les organes communaux. Là, il y a une distance, et cette distance tend à effectivement dire à la population qu'elle n'est pas représentée dans ces instances de décision, en tout cas pas suffisamment, et il y a des doutes qui viennent sur ces sujets. La priorité, ça serait de convaincre la population. Qu'est-ce que vous faites concrètement justement pour aller la chercher? Alors, ça fait un petit moment qu'on réfléchit effectivement en termes de communication. Nous avons travaillé sur 2017 ce sujet de manière importante. On vient d'engager aujourd'hui, on est en train de modifier notre modèle. On a eu d'ailleurs un préavis qui est sorti tout dernièrement, qui a été accepté en décembre sur la refonte du site pour le rendre aussi plus convivial. Et l'objectif, c'est d'aller avec une personne également, un professionnel de la communication, d'aller de trouver des formules pour aller beaucoup plus proche de cette population, d'être proche des organes communaux, etc. Est-ce que la communication, elle suffit? On voit par exemple que la ville de Nyon elle a engagé un responsable à la déléguée et au commerce. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer justement un monsieur région au sein du conseil régional qui irait justement draguer les communes? Alors, oui.
je comprends parfaitement ce côté-là. Et je rappelle juste aussi que c'est des questions budgétaires hein, qui font aussi parfois que nous devons dessiner un petit peu le modèle qui nous permet d'aller vers les communes. Aujourd'hui, je peux dire quand même qu'à travers, dans le DISREN, à travers d'autres, par exemple les révisions de statut, etc., nous avons rencontré à maintes fois les communes, y compris leurs législatifs. Donc il y a quand même une volonté d'être présent à ce niveau-là. Simplement, je pense que le type de message, la qualité du message doit changer. Aujourd'hui, ça fait 13 ans que le Conseil régional existe. Et c'est vrai que nous avons toujours eu ce message sur la solidarité. Maintenant, il faut qu'on étaye ce message sur la solidarité de manière différente. Est-ce que la solidarité, finalement, elle est vraiment valable quand on voit qu'il y a des communes qui font partie du Conseil régional, mais qui ne passent pas à la caisse? Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour que cette solidarité tienne concrètement, vu que celle-ci ne passe pas en caisse? Encore une fois, il y a aujourd'hui 90% de la population qui habite dans des communes qui passent à la caisse. Donc, il y a quand même qui passent à la caisse au niveau aussi des investissements régionaux. Donc, alors, les autres, effectivement, aujourd'hui, ne passent pas à la caisse, et c'est un souci d'essayer de les ramener. Mais je vous rappelle encore juste, je crois qu'il ne faut pas non plus dire que ça ne fonctionne pas. Si vous allez dans d'autres régions, aujourd'hui, vous avez aussi énormément de soucis pour réussir à faire que les communes participent tout ensemble à des projets. Je pense que le district de Nyons est plutôt, à ce niveau-là, plutôt gâté, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à maintenir un certain niveau. La question, elle est juste de se dire, il ne faut pas que ce niveau régresse aujourd'hui, il faut qu'on essaye de travailler auprès des communes pour les maintenir dans le giron du Conseil régional. Mais si je peux encore juste un petit point, c'est de dire qu'il y a quand même des facteurs assez intéressants. Aujourd'hui, on se rend compte, vous savez qu'on travaille sur les questions des péréquations intercommunales. Sur la péréquation intercommunale, la participation sur une nouvelle ponction sur les communes, qui est de l'ordre de 47 millions, c'est 27 millions qui viennent du district de Nyons. Donc ça veut dire que pour le canton, on participe à plus de 60% de cette nouvelle participation-là. Pourtant, on est quand même avec des communes qui ont les moyens alors, on a des communes d'abord qui ont... quand on est dans une commune, on estime qu'on n'a jamais les moyens. Hein. Mais comparé à d'autres, je pense qu'il nous reste encore quelques moyens, et surtout quelques moyens pour investir dans des projets qui restent chez nous, qui sont chez nous, qu'on utilise tous. Ce n'est pas parce qu'on est dans une commune dans laquelle il n'y a peut-être pas véritablement de construction régionale qui va se faire, que les habitants vont rester dans le périmètre de leur commune. Ils vont forcément descendre en plaine ou aller dans des endroits même en montagne, etc., où il y aura des investissements régionaux qui vont utiliser. Et ça, c'est des investissements qui sont utiles à tous. Et c'est là autour qu'on aimerait que les gens prennent conscience de cet investissement. On a généré 39 millions d'investissements cette année, 39 millions d'investissements, dont 32 millions sont assumés par des frontières, donc tant par des communes pour leur partie à elles, que par confédération ou par le canton. Donc, finir sur un chiffre donc positif, le président du Conseil régional qui est donc positif malgré ses départs. Merci d'avoir été avec nous, Gérald Créteny, et bonne suite à vous. La ville de Gland présente un budget équilibré, mais sa volonté de créer de nouveaux postes de travail pourrait faire débat ce soir lors du conseil communal. Les explications du municipal en charge des finances, Gilles Davoine. 18 francs. Alors, le budget de la ville de Gland est d'environ 62,5 millions. Pour 2018, nous avons donc un budget que je vais dire à être à l'équilibre, hein, puisqu'on a un tout petit excédent de recettes à un peu plus de 130 000 francs, ce qui se traduit par une marge brute d'autofinancement d'environ 4,5 millions. Pour le rappel, la marge brute d'autofinancement permet de lancer des projets. Alors oui, c'est l'argent que nous avons à disposition, ce sont les investissements que nous allons pouvoir faire sans emprunter l'argent. Un budget plutôt positif pour le municipal en charge des finances, mais un avis que ne partage pas la commission des finances, la COFIN.
Alors si quand même la COFIN se rend compte que nous avons un budget positif et que c'est une bonne chose. Malgré cela, elle veut effectivement faire des amendements, supprimer 2 postes que nous avons mis au budget. Et c'est vrai que c'est assez surprenant dans la mesure où le budget est équilibré. Donc on a les moyens d'avoir ces postes supplémentaires et puis surtout on a la nécessité de les avoir. Il est clair que quand les services demandent des postes supplémentaires, c'est pas juste pour rigoler un petit coup et puis se dire que tiens, comme on a les moyens, on va prendre du personnel en plus. On a beaucoup de projets, c'est le moment de faire des projets, c'est le moment d'investir. On a quand même justement une situation économique qui est bonne, on a des taux d'intérêt qui sont parfois négatifs, donc c'est vraiment le moment d'investir. Et si on veut investir, il faut qu'on ait après les ressources aussi en matière de, justement, les ressources humaines pour pouvoir réaliser les projets que nous allons vouloir faire. Je parle par exemple du Vieux-Bourg ici, de la patinoire régionale dont on a beaucoup parlé. Il faut après qu'on ait les ressources pour pouvoir réaliser ces projets. Et donc nous avons demandé, parce que nous sommes déjà limite en termes de ressources humaines, nous avons demandé des postes supplémentaires, beaucoup, c'est vrai, il y a 8,5 équivalents EPT, donc équivalents plein temps, qui sont demandés. La COFIN souhaite en enlever 2, ce qui est assez surprenant compte tenu de la situation générale. Comment s'annonce l'avenir financier de la ville de Gland ? Alors pour l'instant, il s'annonce heureusement assez bien. On a vu, déjà si je prends pas le futur, mais le passé, on voit que malgré le rejet de la hausse d'impôts qui a été voulu par l'ancienne municipalité, il est vrai que nous avons toujours eu des marges d'autofinancement assez confortables, 10,5 millions en 2015, 4 et quelques en 2016. Je pense que nous serons en 2017 à 5-6 millions de marge d'autofinancement, de ce que je peux en dire aujourd'hui. On annonce là, 2018, 4,5 millions. Et c'est vrai que l'abandon du point d'écrêtage pour la péréquation va plutôt nous être favorable, à raison d'1,6 points d'impôt d'après le canton. La RE3 ne va pas trop nous toucher, donc pour l'instant, une situation qui est assez bonne. Donc profitons-en justement pour faire des investissements. La situation est bonne, les taux d'intérêt sont bas. Il faut pour la municipalité en profiter. C'est sous le titre des faiseurs de Suisse sévissent à Nyon qu'un article du Temps relayait le cas d'un secondo italien né à Genève et directeur d'une entreprise qui s'est vu refuser son passeport suisse par la commission de naturalisation de Nyon. Très affecté par cette médiatisation, le municipal qui gérait cette fameuse séance a tenu à relayer sa version des faits au micro de Florian Cavalieri. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, le déroulement de cette audition n'était pas différent de toutes les autres, en ce sens que les candidates et candidats à la naturalisation sont toujours reçus avec tout le respect et la compréhension qui peut être attendue en pareilles circonstances. La Commission considère les candidates et candidats avec équité et égalité, quel que soit leur niveau social ou leurs origines. Un article du Temps a mis en lumière la commission de naturalisation de la ville de Nyon. Vous étiez le président lors de cette fameuse séance. Qu'avez-vous à répondre à cet article ? Cet article n'est pas évident à comprendre parce qu'en fin de compte, l'audition s'est passée comme toutes les autres auditions. J'entends, on accueille les gens avec respect, en tenant compte de tous les paramètres et du stress que peut engendrer ce type d'audition. Et c'est quand même relativement difficile à comprendre d'en arriver à une telle extrémité. Pourquoi, cette fois, la ville de Nyon passe pour, comme le dit l'article, un faiseur de Suisse ? Alors ça, je ne connais pas les tenants et aboutissants. Une personne un couple a été recalé à la suite de cette audition et voilà, la réaction est ce qu'elle est. Je ne peux pas en juger puisque je ne l'ai pas vu venir, mais toujours est-il que les personnes ont toujours la possibilité de repasser une nouvelle audition après s'être bien préparées sur les thèmes qui auraient posé problème au cours de la première audition. Lors de cette séance, vous étiez présent. Pour vous, il n'y avait rien qui semblait différent d'une commission normale ? Alors effectivement, j'étais présent puisque je présidais cette audition, mais rien ne m'a paru différent des autres auditions. Depuis mon entrée en fonction, il y a 18 mois, j'ai mené 13 auditions de naturalisation, ce qui veut dire, 13 soirées de naturalisation, ce qui représente à peu près pas loin de 60 personnes auditionnées, et c'est la première fois que je me retrouve face à une telle situation. Comment ça se passe, une séance comme ça de naturalisation ?
Alors déjà, on accueille les personnes, on leur souhaite la bienvenue, on présente les 6 conseillers communaux, conseillères communales présents dans cette commission, la personne qui représente l'administration générale et moi-même qui représente la municipalité. On pose la première question de savoir quelles sont les motivations qui poussent les gens à demander la naturalisation, et ensuite on pose certaines questions qui sont sur différentes thématiques, que ce soit l'intégration culturelle et sociale, que ce soit le civisme, la géographie, l'histoire, des connaissances basiques nécessaires pour pouvoir prétendre à la naturalisation, effectivement. Et là, qu'est-ce qui a pêché ? Alors là, clairement, il y a eu une insuffisance, comme je l'ai cité tout à l'heure durant le conseil, il y a eu une insuffisance de connaissances au niveau civique pour monsieur et au niveau histoire, géographie et civique pour madame. Et la commission, dans son entier, a estimé que les connaissances n'étaient pas suffisantes pour obtenir un préavis favorable. Si c'était à refaire en vue du battage médiatique qu'il y a eu, vous confirmeriez votre choix de ne pas accorder cette naturalisation ? Oui, parce que si je ne le confirmais pas, ça serait ouvrir la porte à toutes sortes de battages, et je ne pense pas que le message serait positif, bien au contraire. Je crois que la commission dans son ensemble a pour habitude de respecter les candidats, de traiter les candidats et candidates avec équité et égalité, et c'est un point d'honneur que nous nous faisons de respecter ces valeurs. J'imagine qu'il y a tout de même des enseignements à tirer de cette histoire. Quels sont-ils ? Oh, c'est encore un petit peu frais parce que voilà, ça date de 3 jours. On doit encore en discuter, comme on va dire techniquement débriefer de ce cas. Mais je pense que s'il y avait un premier enseignement à en tirer, ce serait peut-être de devenir un peu plus formel. Quant à vous, seriez-vous prêt à devenir de bons Suisses ? Savez-vous si le poisson qui figure sur le blason de Nyon nage vers la droite ou vers la gauche ? Plus aucun doute, puisque Caritas et la ville de Nyon, vous le savez peut-être, préparent et organisent des cours de préparation à ces tests. Un très bon élève de Nyon Région Télévision s'y est rendu pour vous. Olivier Cruchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du secteur Action sociale à Caritas Vaud. Caritas Vaud qui organise justement en collaboration avec la ville de Nyon ces fameux ateliers de préparation à l'audition des candidats à la naturalisation suisse. Pourquoi avoir créé ces ateliers ? Eh bien, à l'origine, nous organisons depuis de nombreuses années des cours de français pour les migrants, des adultes migrants qui n'ont pas forcément les moyens financiers de payer eux-mêmes des cours. Et puis, à l'issue de ces cours de français, on a réalisé qu'il y avait un réel besoin pour certains d'entre eux d'aller plus loin pour se préparer à cette audition. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on y apprend ? Comment on y travaille ? Comment on travaille son fameux passeport à croix blanche ? Alors ce sont des ateliers, donc ce sont environ une douzaine de personnes qui y participent. Et puis il y a 3 modules de 2 heures qui sont répartis sur 3 semaines, en soirée ou en matinée. Et puis je dirais que le gros du propos, c'est avant tout les institutions politiques suisses, donc au niveau cantonal, communal, fédéral, les 3 pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, puis également tout ce qui est lié aux initiatives, aux référendums. Ça, c'est le gros morceau. C'est surtout là où les gens ont peut-être un peu plus de mal à assimiler. Il faut dire que la matière est dense. Et puis, par ailleurs, il y a des notions liées à la géographie, à l'histoire, qui peuvent être suisses, bien entendu, mais également locales, en fonction des communes où nous animons ces ateliers. Et ces ateliers se basent sur un fascicule communal, en tout cas pour la ville de Nyon, qui, paraît-il, est assez bien fait. Quels sont les retours que vous en avez ? Alors, les retours qu'on a, c'est qu'effectivement, le fascicule est très complet. Il présente bien les choses. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est qu'une partie des personnes candidates à la naturalisation n'ont pas forcément, la capacité de pouvoir réviser, apprendre ça par eux-mêmes. Certains, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont plus à étudier quoi que ce soit. Et puis, ils se sentent vraiment peu en confiance. Il y a beaucoup de personnes qui sont très angoissées à l'idée de passer cette audition. Et donc, c'est pour ça qu'on répond à ce besoin d'un petit peu extraire les informations qui paraissent les plus importantes et puis un petit peu dédiaboliser cette audition pour que les gens y arrivent avec
le plus de confiance en eux-mêmes possible. Alors justement, dans la préparation de ces ateliers, dans le document qui présente ces ateliers, vous dites jusqu'à quel point de détail faut-il aller? Alors justement, jusqu'à quel point de détail faut-il aller? Alors c'est toujours une question très délicate parce que d'une part ça peut dépendre d'une commune à l'autre, la manière de s'y prendre. On sait que dans certaines communes c'est plus basé sur un échange, une conversation. Donc si d'aventure on n'a pas la réponse à une question, on peut compenser en montrant qu'on en a d'autres connaissances. D'autres communes sont un petit peu plus, je dirais, unilatérales dans la manière d'aborder cette audition. Donc on n'a pas une réponse toute faite. Mais disons qu'on peut vraiment permettre aux personnes de comprendre, je dirais dans les grandes lignes, je reviens à ce système politique suisse, ce qu'il s'agit de comprendre fondamentalement. Et puis on n'encourage pas les personnes à tout apprendre par cœur, parce que très honnêtement ça n'a pas forcément de sens, mais d'être en mesure de montrer qu'ils se sont intéressés à la question, qu'ils ont fait vraiment des efforts et qu'ils se présentent de manière humble devant la commission avec les informations qu'ils ont. Et puis si d'aventure il y a une autre réponse qui fait défaut, a priori, d'après notre connaissance de la chose, ça ne va pas forcément porter à préjudice. Quand ces candidats arrivent dans la commission de naturalisation, ils sont en bout de parcours, hein, ils ont eu plusieurs années de suivi. Ces gens qui ont loupé cet examen à Nyon disent qu'ils sont traumatisés. Est-ce que c'est ces 2 ans qui traumatisent finalement et qui font qu'on ne passe pas le cap final, ou est-ce que c'est vraiment cette commission qui fait échouer? Alors pour moi c'est difficile de répondre, je ne suis pas dans l'esprit de ces personnes qui malheureusement ont échoué. En tout cas je peux confirmer que, encore une fois, passer devant cette commission, c'est quelque chose d'émotionnellement très prenant pour la plupart des candidats. En tout cas, ceux qui viennent nous trouver, qui viennent chercher de l'aide. Je précise que ces ateliers sont totalement facultatifs. Personne n'est obligé de s'y rendre et c'est vraiment dans l'idée d'aider ceux qui se sentent un peu plus démunis. Voilà. Alors peut-être que les personnes dont vous parlez, parce que très bien intégrées, n'ont pas forcément potassé. Je ne sais pas. Encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, mais peut-être que certaines informations leur faisaient défaut. Typiquement, si moi, demain, on me faisait passer l'audition sans préparation supplémentaire, je pense que il y a une probabilité que j'échoue, très honnêtement. En conclusion, est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme le permis de conduire? C'est un exemple qui est fréquemment cité. Tous les conducteurs ne pourraient pas repasser leur permis de conduire, du moins le théorique, mais il faut quand même s'y mettre, il faut apprendre, il faut bacheter, et puis il faut arriver devant les examinateurs en ressortant les éléments qu'ils ont eux-mêmes écrits dans leur fascicule. Je dirais qu'il y a quand même une différence fondamentale, c'est que moi, le permis de conduire, j'ai dû le passer quand bien même je suis suisse, alors que l'audition, je ne l'ai pas passé parce que je suis né suisse. Ce qui pourrait être intéressant, c'est potentiellement de faire passer l'audition à tout le monde. Enfin, je ne le suggère pas pour de vrai, mais dans l'état d'esprit, je pense que c'est ça la différence fondamentale. Le permis de conduire, déjà, vous en avez besoin pour des raisons de sécurité. Là, pour l'audition de naturalisation, je ne sais pas. Mais au nom de Caritas Vaud, je ne vais pas me prononcer sur la pertinence de l'audition. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a à cœur d'aider les gens qui souhaitent la réussir. Olivier Cruchon, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes le chef du secteur social de Caritas Vaud. Merci encore. Merci à vous. Toujours à Nyon, mais du côté des finances, cette fois-ci, la municipalité prévoit un lourd déficit de 8,2 millions de francs sur des charges totales de 210 millions. Le PLR a refusé le budget, mais n'a pas été suivi par ses alliés du centre-droite. Le vote final s'est soldé par une acceptation du budget avec 64 pour, 15 contre et 16 abstentions. Je pense que c'est un signe encourageant et positif pour une municipalité, même avec un fort déficit, de savoir que le Conseil et la COFIN est derrière elle. La COFIN a préavisé positivement face à ce budget. Positivement, mais du bout des lèvres, comme elle ne sait plus à le dire, parce qu'effectivement c'est un budget bien déficitaire, à 8,2 millions. Et puis la COFIN s'inquiète de voir des finances qui potentiellement vont s'empirer dans les années qui viennent. Et il faut effectivement des mesures à la fois d'économie, mais aussi probablement de recherche de recettes nouvelles. L'UDC, contrairement à son cousin PLR, a appelé à soutenir ce préavis concernant le budget 2018 de la ville de Nyon. Oui, effectivement, on a appelé à soutenir en se bouchant le nez, comme je l'ai dit, parce qu'effectivement, plus de 8 millions de déficit, c'est quand même un chiffre énorme. Je pense que le message ce soir est très bien passé. La municipalité va prendre des dispositions pour l'année prochaine. En tout cas, le Conseil sera très attentif, notre groupe également. On a eu refusé par le passé un budget à une municipalité qui est une municipalité de gauche. On a franchement beaucoup discuté de ce budget, mais je pense que la plus sage des décisions, c'est celle qui a été prise ce soir et tout le monde va être attentif pour l'année prochaine. Pourquoi avoir appelé le groupe PLR à voter non à ce budget? Il faut rappeler à la municipalité qu'un budget déficitaire, il n'y a aucun résultat, aucun message clair qui apporte une solution
neutre ou en tout cas équilibré pour les prochains exercices. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a entendu le message de nos ensembles des centres droits sur la décision qu'ils ont prise. Je crois qu'aujourd'hui, le PLR rappelle qu'elle est consciente de l'importance des besoins que la ville a pour se développer. Elle est consciente aussi de la nécessité que tous les citoyens lyonnais attendent au travers des investissements à concevoir, mais elle doit aussi rappeler qu'on n'a pas un budget illimité et qu'à un moment donné, il va falloir prendre des mesures. Et on attend sur ces mesures. On avait en face de nous une droite désunie, une droite qui ne s'est pas montrée solidaire envers la COFIN, une droite qui a joué son petit jeu de son côté. Et à côté de ça, quand même des partis, le PIN, l'UDC, les Verts libéraux, qui ont joué le jeu avec la gauche et qui ont fait confiance à la COFIN et tout le travail que nous avons réalisé pendant plusieurs mois. Le PS fait confiance à la municipalité, malgré une municipalité de droite. Ça fait depuis 2004 au moins que les budgets sont présentés de manière négative, déficitaire, et les comptes de manière positive ou à l'équilibre. C'est vrai qu'on souhaite maintenant la présentation d'un budget équilibré, et donc encore une fois on va tout faire pour que la municipalité fasse ce travail peut-être difficile, mais dans un certain nombre d'arbitrages et de réflexions encore une fois sur notamment les recettes possibles. Après le coup de gueule et la démission du syndic Stéphane Comino à Chavannes-des-Bois, c'est le municipal Roberto Dotta qui a été élu tacitement en ce début du mois. Ce lundi 11 décembre, il tenait pour la première fois son rôle de syndic lors du Conseil général. La dernière séance du 23 octobre s'est déroulée pas bien pour moi. Moi, j'étais présente comme membre du conseil et les personnes se sont adressées l'une l'autre avec agressivité. Et je pense qu'il doit être en limite. Et la limite, c'est toujours, tu peux avoir des idées différentes dans les miennes, mais toujours tu dois parler et avec politesse, surtout, et respect. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez la démission de M. Stéphane Comino ? C'est une décision personnelle. M. Comino nous a mis devant les faits. Et puis, on a eu une élection tacite au sein de la municipalité où je suis sorti comme nouveau syndic de Chavannes-des-Bois. Je veux que nous travaillions tous ensemble, sans histoire personnelle ou polémique. Comment est-ce que vous comptez faire en tant que syndic pour apaiser ces tensions ? Alors, je vais contribuer autant que je puisse pour ramener le calme au sein de la commune et pour qu'il y ait plus de dialogue entre l'exécutif et le législatif. Et je pense que ce soir a déjà démontré qu'on a déjà fait un pas dans cette direction. Vous ressentez justement un problème de communication entre l'exécutif et le législatif ici à Chavannes-des-Bois ? Non, mais je pense qu'il faut simplement être clair par rapport à ses propos, il faut rester ouvert par rapport au dialogue et puis avoir une certaine cohérence des arguments et tout le reste, ça viendra automatiquement. J'espère que tout le monde veut aider M. Dotta à faire son travail, parce que ce n'est pas son travail, mais c'est le travail pour la communauté. Quant au budget 2018 de Chavannes-des-Bois, il présente un déficit lui aussi d'1 262 500 francs. Le budget a été accepté lors du conseil communal après plusieurs coupes budgétaires de la municipalité. L'objectif de la Commission des finances étant de retrouver un équilibre financier à moyen terme. C'est dans cet esprit que la Commission des finances a étudié minutieusement le budget 2018 et identifié des mesures d'économie potentielles pour un montant de 61 700 francs. Ce soir, le Conseil a suivi les recommandations de la Commission des finances qui ont été également acceptées par la municipalité. On arrive avec un budget 2018 qui est un petit peu allégé par rapport à ce qu'on avait initialement prévu. Il faut aussi savoir que nous avons réduit des montants considérables sur le plan d'investissement jusqu'à la fin de la législature. On passera de 3 millions de francs à un budget pour les investissements de l'ordre de 1 600 000 francs. À votre avis, est-ce que ça suffit ?
On a accepté, le Conseil a accepté une augmentation de 4 points d'impôt. Je pense que ce n'est pas rien. Et puis on verra si on devra augmenter encore une fois l'année prochaine. Pourtant, cette augmentation, elle serait vivable, vous l'avez dit avant, chez les habitants de Chavannes-des-Bois. Alors, c'est une réalité que nous devons augmenter les impôts parce que nous sommes dans une situation difficile. Mais je préfère, à titre personnel, arriver devant le Conseil en pouvant lui dire que nous, en tant que municipalité, on a fait un effort considérable. Moi, franchement, je pense qu'il y a quelque chose que ça ne va pas. La solidarité, oui, mais je trouve qu'elle est trop pour un petit village comme nous. Un petit village qui a pourtant les moyens. Oui, mais ça dépend, les moyens, ça dépend. Parce que c'est vrai que respect à les villages de montagne, nous avons évidemment plus revenus, disons comme ça. Mais c'est vrai aussi que nous avons des dépenses en plus, parce que nous avons plusieurs internationaux qui ne payent pas les taxes, mais que, par exemple, les enfants ils vont à l'école publique. Rolle n'est pas une commune riche, c'est ce qu'affirme le syndic Denis Jacquet. Celui-ci présentait ce mardi un budget 2018, lui aussi déficitaire, de 900 000 francs. Vous présentez ce soir un budget déficitaire de 900 000 francs sur un total de plus de 50 millions. Vous dites que la commune, en termes d'investissement, doit faire une pause. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'au niveau de la dette, nous ne devons pas continuer à l'augmenter. Nous sommes en remboursement de dette vis-à-vis des investissements que nous avons faits. Et donc, évidemment, des gros investissements ont été consentis ces 2-3 dernières années. Le port, la Grand Rue, les collèges. Et donc là, je dirais le nécessaire a été fait. Et là, il n'est plus possible, au fond, de continuer à dépenser sans des nouveaux revenus. Est-ce que ça signifie toujours au chapitre des dépenses que ces dépenses, pour les 3 prochaines années jusqu'à la fin de la législature, sont gelées ? Non, c'est difficile de geler des dépenses parce qu'il y a bien sûr toute la progression de la facture sociale, tout l'effet péréquatif. Mais je pense qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme parce qu'il y a toujours ce sentiment que la commune de Rolle est riche, de grosses sociétés installées sur son territoire, mais la part qui nous revient est quand même infime et largement insuffisante à couvrir nos frais qui augmentent, en particulier avec la facture sociale. La péréquation, c'est un peu le cas de toutes les communes d'ailleurs. Vous dites que Rolle n'est pas une commune riche, contrairement à ce qu'on pourrait en penser. Je confirme que Rolle n'est pas une commune riche, parce que c'est vrai qu'on a toujours eu tendance à entendre les millions que les sociétés, les personnes morales contribuaient à Rolle, mais au fond, la réalité est toute différente en termes de redistribution de ces richesses. On a vu la municipalité se retirer du CODIR, du conseil régional, pour des raisons d'emploi du temps principalement. D'autres communes quittent le conseil régional. On entend ici à Rolle des velléités d'en faire autant. Avec un budget pareil, avec cette austérité annoncée, qu'en est-il ? Non, mais je ne crois pas que ça remette en question notre contribution, une participation au conseil régional. C'est vrai qu'il y a des décisions qui peuvent faire penser qu'on ne veut pas jouer notre rôle au niveau du conseil régional. Au niveau de la municipalité, on est convaincu qu'il faut continuer à partager les projets ensemble et à adhérer, et y être toujours. Je crois que c'est une fausse idée de penser que Rolle veut quitter le district de Nyon, le conseil régional. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous faire part de vos propositions de sujets à l'adresse suivante, rédaction@nrtv.ch. À la semaine prochaine. Vous le savez, soyez sages, mais pas trop.